Édition Incorpore. Collection Les Petits Bilingues. Partir de Francis Bretonnoux-Segan. Pars, pars. Où ça? Droit devant. Ne te retourne pas. Le regard griffé par les larmes qu'il retient, il redresse les épaules pour contrer la douleur qui l'entraîne vers le bas, vers la terre. Sa terre qu'il va quitter. Il marche longtemps avant de se retourner pour être sûr qu'il ne pourra plus la voir, qu'elle sera devenue invisible. L'apercevoir briserait le peu de force qui lui reste. L'apercevoir le ramènerait vers elle, et ça c'est impossible. Il sent au plus profond de lui cette évidence du départ, de la fuite, de la survie. Rester pour mourir même avec ceux qu'on aime? Il se sent lâche, courageux, sûr de lui, envahi de doutes et d'interrogations. Une détermination jusqu'alors inconnue lui sert de béquille. Il continue à marcher jusque tard dans la nuit. Les étoiles et une lune amputée de sa moitié éclairent faiblement un ciel sans nuages. Il marche jusqu'à l'épuisement. Il marche jusqu'à la chute et s'endort dans les bras de celle qu'il vient de quitter. Un voile caresse son front et apaise la douleur de la vie quand elle devient insupportable. Ses longs bras tendres l'entourent comme lorsqu'il était enfant et qu'il ne craignait rien puisqu'il n'y avait rien à craindre. Dans le village, les frayeurs et les peurs sont arrivées sournoisement. Cachées pendant des mois dans de vagues allusions, elles se sont installées dans les regards, les silences puis les mots, pour éclater dans le bruit sourd de bombes lointaines, pour exploser dans des coups de fusil à portée des oreilles. Une guerre civile où les amis voisins deviennent vos ennemis, puisque la radio les traite de cafards, de vipères. Les critiquer devient normal, puis inévitable. Et tout le monde s'y met, même les mièvres et les inconsistants. Ce sont les pires. Surtout faire partie du troupeau de la haine, être du bon côté, celui qui vous donne la légitimité de la majorité. Des vibrations faibles, confuses, traversent son esprit apaisé par le rêve qu'il était en train de faire. Le chemin du retour vers la réalité ne lui a jamais été aussi difficile. Il vient de se rappeler qu'il est seul, pour la première fois de sa vie. La terre vibre puis tremble de plus en plus. Il se redresse lentement et aperçoit au bout de la piste une camionnette roulant à toute allure. Il y voit une chance, un échappatoire inespéré. Il se lève brusquement, maladroitement. Son corps est courbaturé par le sommeil de plomb qui l'a figé toute la nuit. Il lève les bras frénétiquement, faisant signe au chauffeur de s'arrêter. Celui-ci ralentit, passe devant, lui fait un geste obscène, puis accélère au dernier moment en éclatant de rire. Il le regarde s'éloigner, lui crache des injures et donne des coups de poing dans l'air étouffant de fumée et de gaz d'échappement. Pars, pars, c'était il y a quelques semaines. L'étranger, un sac sur l'épaule, déambule dans les rues en caressant les murs. N'être visible que d'un côté limite les regards curieux. Il n'est jamais à l'abri d'une insulte, d'un contrôle. Le regard droit devant, ne pas croiser d'autres yeux, rester invisible, ne pas être là, ne pas exister là où l'on est. Être en soi, bien à l'intérieur de soi, là où personne, jamais, ne pourra pénétrer. Il ne sait pas où il va, mais sa démarche assurée lui donne l'aplomb de celui qui n'a rien à se reprocher. Il pleut, il fait froid, il grelotte sur son par-dessus râpé. Il n'y a pas que l'esprit qui doit apprivoiser les froideurs de l'exil. Le corps aussi doit s'acclimater à des températures inconnues qui l'ébranlent. Il se met à l'abri sous une porte cochère et sort de sa poche un plan bâclé où se croisent des rues au nom qu'il ne connaît pas. Au verso est inscrit l'adresse où il doit se rendre. Plus d'une heure qu'il tourne en rond dans le quartier. Il va finir par se faire remarquer. Il n'ose pas demander son chemin. « Vous êtes perdu, je peux vous aider ?» Il ne comprend pas. Il sourit. La voix est douce. Il sent qu'il n'a rien à craindre.
Il tend le papier froissé que la dame âgée saisit, puis en faisant un grand geste, elle dit « Par là, à droite, 2e rue ». Son regard égaré traduit son incompréhension, alors elle pointe la direction avec son index et fait 2 signes avec sa main. Il ne comprend toujours pas. Elle lui sourit et, le prenant par la manche, elle lui demande de la suivre. Elle continue de lui parler comme s'ils partageaient une conversation ordinaire. Une conversation qu'il aurait pu avoir avec l'un des siens. De temps en temps, il émet un oui, discret, pour donner le change à cette femme providentielle. Arrivée à l'adresse qu'il cherchait, elle lui dit « Vous y êtes ?»« Merci. »« De rien, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. » Il aurait tant aimé la remercier chaleureusement, avec des mots, plein de mots, mais il en connaît si peu. Elle aussi a eu faim, froid et mal. Elle l'a reconnu tout de suite. Il appuie sur la sonnette 2 fois rapidement. Il attend. Puis un long coup résonne dans le couloir. Il attend. Il n'ose sonner à nouveau. Enfin, il distingue des bruits de pas lents. Une lumière blafarde traverse l'imposte de la porte à la peinture écaillée. On lui ouvre. On le salue dans sa langue. Il vient de boire une gorgée de son pays. Son corps frissonne. On le précède dans un escalier qui craque à chaque marche, à croire que les esprits s'y donnent rendez-vous. Il parle de la douleur du froid qu'il ne connaissait pas, du gaspillage de la pluie qui disparaît dans les caniveaux. On l'écoute sans lui répondre, peu importe. Il sait qu'il est compris. Il peut parler, s'exprimer, s'expliquer, enfin. On n'accorde aucune attention aux questions ridicules de ceux qui viennent d'arriver. « Vous avez vu tous ces arbres morts ? Pourquoi ne les coupe-t-il pas pour se chauffer ? Ici, les arbres ne meurent pas, ils repoussent au printemps. C'est quoi le printemps ? La fin du froid. » On lui donne rapidement les informations indispensables pour le lendemain. Il pourra venir dormir sur un matelas 6 heures par jour ou par nuit, à condition de donner la moitié de son salaire. C'est quoi le salaire ? Tu verras ce qu'on te donnera quand tu auras fini ton travail. Et je finis quand ? Ça dépend. De quoi ? Si tu travailles bien ou pas. Pour ça, il n'a aucune inquiétude. Le travail sera bien fait. Je commence quand ? Demain. Je fais quoi ? Plongeur. Tu laves la vaisselle. Ils n'ont pas assez de femmes ? Si, mais ici, elles font tous les métiers, même les nôtres. Tu peux dormir là cette nuit. On t'amènera demain au restaurant. Ils t'attendent. Dans une chambre à l'odeur de moisi, 4 matelas à touche-touche recouvrent le plancher aux lattes de bois vermoulu. Aucun espace vide pour pouvoir poser ses affaires. Là, ton sac te sert d'oreiller, tes vêtements de couverture. Le rudimentaire, il connaît, il en vient. Est-il encore trop tôt pour se dire qu'il se trompe de destin ? 3 coups secs cognent contre la porte. C'est l'heure, on part dans 10 minutes. Il se lève d'un bond et quitte la pièce envahie par 3 corps effondrés dans des ronflements nauséabonds. Un café pâle l'attend dans un gobelet sur un coin de la table poisseuse. Il le tient serré dans ses doigts, frigorifié, sa chaleur le réconforte. Il passe une main dans ses cheveux, l'autre sur son visage, sa toilette est faite. Il suit d'un pas rapide celui qui le conduit vers son patron. « Vous n'attendez pas le soleil pour vous lever ? Ici on se lève la nuit, il fait jour tout le temps avec leur lumière. »« Ça fait longtemps que tu es là. »« Trop longtemps. Si je pouvais, je rentrerais au pays tout de suite. »« Pourquoi tu peux pas ? Tu poses trop de questions. » Le restaurant indien est situé dans le quartier chic de la petite cité médiévale, dans l'une des ruelles où les touristes aiment venir se perdre et dépenser leur argent. On le présente au propriétaire dans une langue dont il ne comprend pas les mots, mais dont il saisit certaines nuances troubles. Il imagine que ça ne va pas être facile, mais quand on vient de l'enfer... Un homme à la barbe sombre lui montre le cagibi où les piles d'assiettes s'entassent, tout autour de l'évier, à même le sol.
Dans une bassine, des dizaines de couverts colorés par des sauces rouges et vertes attendent d'être lavés. L'homme lui donne des ordres en lui montrant sa montre. Il sait pourquoi il est là, mais il ne comprend pas pourquoi l'Indien a exhibé le bracelet qu'il avait au poignet. Chez lui, on ne coupe pas le temps en tranches, on ne l'enferme pas dans un garde-temps. Chez lui, le temps on le respire, on le regarde s'étirer. Faire la vaisselle, il ne l'a jamais faite, mais il a vu ses sœurs laver les assiettes en passant le sable fin du désert sur les écuelles. Là, il ne sait pas. Puis il se souvient quand il vivait chez sa tante au village. Elle remplissait un bol d'eau dans lequel elle mélangeait un produit qui la faisait mousser. Avec un seul bol, elle nettoyait la vaisselle de tout un repas. Il saisit la bouteille au liquide vert et épais, en dépose quelques gouttes dans un récipient et lave avec grand soin les assiettes. Il passe plusieurs fois l'éponge, sans oublier la tranche fine de chaque assiette en porcelaine. Elles s'empilent les unes sur les autres, avec la lenteur de l'application et de l'attention du travail bien fait. Lentement, très lentement, trop lentement. L'Indien arrive et le bouscule avec des mots et une colère incompréhensible. Il lui fait la démonstration parfaite du travail bâclé, rapide et rentable. S'il travaille lentement, il comprend vite. Au plus profond de lui, il est fin, intelligent et vif. Voilà sa force. En peu de temps, il s'impose le rythme de ce pays. Il imite, copie et s'approprie les gestes, les grimaces qu'on attend de lui. Le silence dans la bouche, le sourire aux lèvres, il s'y applique depuis qu'il a compris. Mais le pouvoir des mots lui manque, le pouvoir des mots de sa langue qu'il enseignait aux jeunes du village. Lui aussi doit apprendre une autre langue. Avec sa première paye, il s'achète d'occasion un dictionnaire bilingue. Tous les jours, il apprend 10 mots nouveaux. Il les engloutit et devient boulimique. Jamais rassasié de la meilleure des nourritures, celle qui vous fait basculer dans un autre monde, celui des espoirs et des rêves fous. C'est son jour de repos, le premier baigné par une lumière bleue et presque chaude. Il ne résiste pas à s'asseoir sur un des bancs dans le square qu'il traverse de plus en plus souvent. Il découvre une odeur inconnue, celle de la terre humide à laquelle se frottent les premières chaleurs d'un soleil généreux. Ici, tout est vert. L'herbe pousse partout dès qu'elle n'est pas recouverte de béton. Il ferme les yeux et au détour d'un relâchement imprévisible, des images comme un mirage envahissent son crâne. Sa jeune mère surveillait les petits corps de ses frères et sœurs recroquevillés dans un sommeil profond. Serrés les uns contre les autres, ils retenaient la chaleur et la vie par petites inspirations, à peine audibles. Il se souvient comme elle le réveillait tendrement pour le ramener à la lumière de la vie, à la réalité du désert. Le désert, sa maison sans toit, sans mur, sans limite. Il dormait à la belle étoile. Dès le lever du soleil, ses frères les plus grands se dirigeaient vers les chamelles et tiraient leur lait paisiblement. Ses plus jeunes sœurs, encore à moitié endormies, buvaient le liquide épais, goulûment. Chaque gorgée appelait la suivante. Les jours fastes, il avait droit à un demi-gobelet. Une fois par mois, son père partait vendre une chèvre pour acheter un sac de riz et quelques vêtements. Sa mère restait au camp avec les tout-petits. Les autres savaient vers quelle tâche se diriger et nul besoin pour elle de leur donner des ordres. Des conseils seulement. L'obéissance aux parents, la soumission aux frères et sœurs aînés. Il y avait toujours un aîné pour ordonner, un cadet à qui faire endurer sa colère. Fils de berger, à 7 ans, il était devenu responsable de son troupeau de 10 chèvres. Dès l'aube, il partait à la recherche des brins d'herbe et de l'eau nécessaire à la vie de ses compagnes aux poils de rue. Guère plus grand qu'elle, il leur parlait, les rassurait, et leur chantait des chansons sur la grande eau qui venait de là-haut, cette absente. Il savait reconnaître l'odeur d'une averse à venir en écoutant le vent, en observant les couleurs changeantes du ciel.
Il savait reconnaître le temps qui coule entre lever et coucher du soleil. Selon la forme et l'orientation de son ombre, il savait si l'après-midi était terminé, si le soir avait commencé. Quant à la nuit, l'arrivée de la première étoile le prévenait de l'obscurité prochaine. Alors, conscient qu'il ne lui restait que peu de temps, il rassemblait son troupeau pour rejoindre le campement où sa famille s'était installée pour quelque temps. Il détestait la terrible corvée d'eau qui l'exposait aux dangers du hasard, les lions, les serpents. Il lui arrivait de marcher des jours avant de la trouver. Il n'était pas question de revenir sans elle. La honte et la peur des représailles l'empêchaient de rejoindre les siens les mains vides. Il n'y pensait même pas. Parfois, il devait dormir seul dans le désert. Ses pires ennemis, les hyènes. Il les défiait de son bâton ridicule, de sa voix courageuse. Charognarde obstinée, elle ne quittait son troupeau qu'avec une victime pendue entre leurs crocs. Parfois, pris au piège de l'obscurité, il n'avait pas le temps de compter ses chèvres, et ce n'était qu'une fois ramené dans l'enclos, près du campement, qu'il réalisait l'épouvantable perte. Certains soirs, la fatigue était si pesante qu'il s'endormait aussitôt après la traite, avec ses chèvres, à même le sable rouge. Sa distraction préférée ? Se tapir derrière une dune avec ses frères et sœurs et observer la promenade des damans. Ils attendaient patiemment de voir ces petites marmottes pointer leur museau hors du terrier, puis, dès qu'elles s'écartaient de leur abri, ils leur couraient après sans jamais en saisir une seule. Son délice suprême ? Aller à la recherche d'un boswellia, l'ombrelle végétale dont l'écorce préservait ce liquide laiteux et savoureux dont il se régalait. Ses meilleurs souvenirs ? Les fêtes pour célébrer l'arrivée de la pluie. Cette pluie qui redonnait à son herbe la couleur verte de la vie en la pailletant de fleurs dorées, jaunes, orangées. Cette pluie qui faisait chanter les femmes, danser les hommes. Leurs corps rebondissaient sur le sol comme des flèches tendues vers l'infiniment haut. Ils frappaient de toute leur énergie, suspendus entre désert et ciel. À la lumière du feu, il observait sa mère, assise, dont les mains assemblaient un à un les brins d'herbe séchés. Ses doigts graciles tissaient un bol si ténu que même le lait ne pouvait s'en échapper. Il admirait la perfection de ses gestes. Il était fasciné. « Vos papiers, s'il vous plaît. » Il sursaute, son cœur bondit et cogne à faire éclater sa poitrine. Personne près de lui. L'ordre meurtrier est adressé à un homme qu'il aperçoit derrière lui, à moitié caché par une haie de lauriers. L'un des deux policiers toise le sans-papier avec le regard hautain de celui qui a le droit pour lui. L'autre observe son collègue avec le détachement de la routine. « Tes papiers !» L'homme ne fait même pas semblant de chercher ce qu'il sait ne pas avoir. Il est pris, comme un rat. Dans ce pays civilisé, les sans-papiers sont traités comme des escrocs, des voleurs, des moins que rien. Quelques heures plus tard, il les retrouvera en prison dans la même cellule de ceux qui sont de véritables truands. Il partagera avec 5 autres détenus une pièce de 4 mètres de long sur 3 de large et une cuvette de WC. Des conditions idéales où tout est fait pour vous rabaisser, renverser votre haine. Il en subira les conséquences la nuit même. 5 fois, il sera humilié, avili, dégradé, mortifié. Voilà à quoi il vient d'échapper. Il se lève du banc en maîtrisant une apparence tranquille et quitte cet instant de rêverie qui aurait pu lui être fatal. Alors la vigilance devient sa compagne fidèle mais épuisante. Avoir peur, mais avancer toujours. Ne pas se laisser abattre les jours noirs. Ne jamais perdre espoir. Persévérer avec une inattaquable opiniâtreté. Continuer pour ne pas s'effondrer. Sa vitalité à nouveau s'enflamme. Il apprivoise les mots étrangers. Il les lit de mieux en mieux. Il ne reste plus qu'à polir ses R pour rendre son accent invisible.
Il est perfectionniste. Il se parle à voix basse et s'entraîne comme un musicien. Il fait ses gammes tous les jours. Il se prépare à la prochaine étape, prendre la parole. Son patron est surpris de voir avec quelle facilité son employé s'approprie cette langue que lui-même maltraite toujours avec autant de mépris. Il est difficile d'aimer une langue qui vous met à l'écart. Les heures qu'il passe à la travailler restent inimaginables pour celui qui l'écoute. On parle volontiers de dons alors qu'il s'agit de travail. C'est la moindre des choses de parler la langue du pays dans lequel on vit, non ? Oui, mais ce n'est pas son pays, et la parler avec autant de naturel force l'admiration de ceux qui se frottent à cette expérience exigeante, bien parler une langue étrangère. Il change régulièrement son itinéraire pour aller au travail. Ne pas attirer l'attention, ne pas se faire arrêter. Il essaie d'apaiser l'angoisse permanente qu'il connaît depuis qu'il est réfugié. Après avoir sauvé sa peau, il doit affronter un adversaire invisible qui peut surgir devant lui à tout moment. En faisant ses démarches pour obtenir le statut de réfugié politique, il avait eu la crédulité de croire que ce sésame serait obtenu facilement puisqu'il venait de l'autre côté, celui de l'enfer. C'était compter sans la lenteur administrative qu'il a mine au fil des mois, des ans, le courage des plus déterminés. Il manquait toujours un tampon, une attestation, et lorsqu'il pensait que son dossier était complet, un certificat s'était égaré, n'avait plus cours. Il lui fallait tout recommencer. C'est par hasard, au détour de la même rue où ils s'étaient rencontrés la première fois, qu'il la croise. Il la reconnaît tout de suite. Il l'interpelle avec un grand sourire, celui de la sincérité mêlé à une joie qui l'a abandonné depuis qu'il a quitté les siens. « Bonjour, madame, comment allez-vous ?»« Bonjour, monsieur, on se connaît ?» répond-elle gentiment. « Bien sûr. Vous ne vous souvenez pas ?»« Non, je suis désolée, vous savez, à mon âge, on oublie les noms quand ce n'est pas les visages. Mais vous ne pouvez pas vous souvenir de mon nom. Je ne vous l'ai jamais donné. Ah bon, vous me rassurez. Attendez, maintenant que je vous regarde, je crois me rappeler. Ce n'est pas vous qui cherchiez votre chemin rue du Marché. C'est ça. C'était quand, dites-moi? Il y a presque 1 an. Et vous habitez le quartier? Oui, c'est ici que je suis arrivée. Je suis très attachée. Vous savez que vous êtes la première personne qui m'avait aidée. C'est la moindre des choses tout de même d'aider quelqu'un à trouver son chemin quand il s'est égaré. Oui, mais moi j'étais perdue du dedans et du dehors. Et c'est vous qui êtes venu vers moi. Ça ne s'oublie pas. Ah bon? Il la sent gênée comme une jeune fille de son pays. Alors il ose. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, je vous en prie. Pour vous remercier, je serais très heureux de partager une tasse de thé avec vous. Jeune homme, à mon âge, ce genre de proposition inattendue ne peut pas être malhonnête et ne se refuse pas. C'est depuis ce jour-là qu'ils se donnent rendez-vous dans un café, au moins 1 fois par semaine. Cette rencontre est aussi importante pour elle que pour lui, mais il l'ignore. Il ne comprend d'ailleurs pas pourquoi elle accepte de partager tout ce temps avec lui, alors que les gens d'ici ont toujours 1000 choses à faire. D'abord, elle n'a plus 1000 choses à faire parce qu'elle ne le peut plus. Ensuite, parce qu'elle se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel pour elle, ce sont les rencontres, puisque l'amour, pense-t-elle, n'est plus de son âge. Quelles que soient les questions qu'il lui pose, elle y répond avec gourmandise. J'ai reçu tellement d'amour, tellement. Ces souvenirs, comme des bonbons sucrés qui roulent sur sa langue, reviennent du fond de sa mémoire. Les savourer, c'est en faire naître d'autres, qu'elle pensait enfouie à tout jamais. Elle lui confie ses désobéissances, ses refus au modèle taillé sur mesure pour les femmes. Elle lui raconte comment elle s'est opposée à la soumission toute sa vie. Ses confidences à elle se répandent avec délicatesse sur son écoute à lui, inépuisable. Au fil de leur rencontre, elle se surprend à revivre par petits souvenirs interposés une enfance, une jeunesse, presque toute sa vie. Et vous, jeune homme, parlez-moi de vous. J'aime tant vous écouter.
Il lui donne ce qu'elle n'a pas, quelque chose qu'elle ne sait pas du monde. Depuis 6 mois, ils partagent leurs conversations comme des amants partagent leurs caresses, chaque fois heureux d'être à nouveau ensemble. Lorsque la légèreté s'allie à la profondeur, lorsque l'échange des mots et des pensées donne une saveur à l'instant, si ce n'est pas l'amour, l'amitié n'est pas loin. Elle habite rue des Remparts, une grande maison de 4 étages que son arthrose réduit à 2. Elle ne descend plus dans son jardin qu'elle observe du haut de sa terrasse. Grimper au premier est devenu le parcours du combattant depuis qu'elle a le sentiment que les marches ont été surélevées. Elle réduit l'escalade à 2 fois par jour. Une fois pour aller vers le monde, l'autre pour en revenir. Son appétit pour le partage et la nouveauté ne s'est pas émoussé au fil des temps. Au contraire, elle sent que ses jours lui sont comptés et qu'il ne faut plus rien perdre de ce que la vie lui donne. L'idée lui est venue cette nuit. Ces moments nocturnes où la conscience prend un tel recul avec la vie que tout s'éclaire. Elle va lui proposer d'habiter chez elle. Bien sûr, il refuse. Bien sûr, elle insiste. Bien sûr, il accepte. Il s'est installé au rez-de-chaussée qui est de plein pied avec le jardin. Un carré de verdure où il voit pousser l'herbe et éclore au printemps des fleurs qu'il n'a jamais vues. Des roses, des tulipes, des narcisses. Très vite, il demande à la vieille dame s'il peut planter quelques graines dans cette terre si épaisse et si lourde. Elle accepte et quelques mois après, elle aura le plaisir de déguster les premières fraises, celles au goût de l'enfance. Ils prennent leur dîner ensemble. Les déjeuners, il n'est pas là et elle tient à prendre son petit déjeuner seule. Ils partagent toujours autant de discussions et attachent une densité unique au moment vécu, puisque, dit-elle, celui-ci ne se reproduira plus. Elle respecte son autonomie et conserve la sienne, si bien qu'il peut laisser entrevoir sa vulnérabilité sans craindre d'être dominé, manipulé. « Je ne veux pas que vous soyez dépendant de moi, vous comprenez ? » ?»« Oui, mais je le suis, non ? » ?»« Pourquoi ? C'est quand même vous qui me logez. » »« Certes, mais vous me payez un loyer. Si petit. Je ne pourrai jamais vous rendre tout ce que vous me donnez. » S'il n'a pas les moyens, elle a les arguments et lui explique qu'en amitié, on échange non de l'avoir, mais de l'être. Et là, on est à égalité, non ? Elle lui parle de sa solitude qu'il a brisée depuis qu'il est arrivé chez elle. « Vous savez, seul, on est souvent en mauvaise compagnie. Pourquoi pensez-vous que je m'oblige à sortir tous les jours ? Ce n'est pas seulement pour entretenir mes articulations, mais également mes relations. D'ailleurs, c'est bien au hasard d'une rue que nous nous sommes rencontrés. » Même s'ils se voient peu, leur amitié gagne chaque jour en émotion, en rire et en silence. Puisque leur lien ne s'inscrit ni dans des souvenirs partagés, ni dans l'attente d'un quelconque futur, leur histoire se greffe dans l'instant d'un seul tenant. Ce soir, il est entré avec un sourire lumineux sur le visage. « J'ai une bonne nouvelle. »« Vous avez obtenu vos papiers ? » ?»« Non, pas encore, mais j'ai trouvé un nouveau travail, mieux payé et plus intéressant. »« Ah, enfin, je suis tellement contente, vous le méritez. Je vais pouvoir mettre de l'argent de côté et me payer des études dès que j'aurai ma carte de séjour. » 2 ans qu'il fait les démarches dans les bureaux. 2 ans qu'il écrit, qu'il livre son histoire encore et encore, à des oreilles méfiantes, qui veulent savoir s'il a vraiment été torturé, si tous les membres de sa famille ont vraiment tous été tués. Quand ? Où ? Pourquoi ? Au cas où il ne serait pas venu ici pour profiter du système. Le pire, c'est lorsqu'on lui demande de se remémorer des détails avec précision, ce qu'il essaie d'enfouir, puisque jamais il ne s'efface. Comme si l'horreur donnait plus de crédibilité à son récit. Après chaque entretien, il lui faut plusieurs jours pour s'en remettre. Il revit ses retours vers l'indicible avec la même intensité, dans sa tête, dans son corps. Ses cicatrices deviennent à nouveau douloureuses. Comment a-t-il pu être aussi naïf ? Croire que dans ce pays où règnent richesse et liberté, il serait facile de vivre.
vivre sans peur, vivre de peu, mais vivre bien. Alors il se met à glisser vers de ténébreuses pensées, à ne plus espérer, à désespérer seulement, de lui, des autres, de ce monde. Son regard se retire et bascule dans une profondeur noire. Elle n'est pas dupe de ses tourments, elle aussi les connaît, ces moments où l'on habille tout ce qui vous entoure de la cendre des désillusions. À penser et à dire, il n'y a plus rien à espérer. Mais même dans la désespérance, elle trouve toujours une bonne raison pour s'enflammer à nouveau. Elle cherche, elle réfléchit, elle lui parle doucement, avec tendresse, longuement. Puis au fil des jours, elle ranime petit à petit cette vie qui se laissait mourir. Les yeux du jeune homme laissent entrevoir un éclat minuscule. La nuit s'estompe, la lumière reprend ses droits. Le voile des doutes s'est levé et commence à laisser une place immense à tous les possibles. Il lui arrive de plus en plus souvent de faire allusion à son avenir, même si sa situation, aux yeux de la loi, ne lui laisse rien espérer. Tous les deux prennent de l'avance sur l'improbable. Il aimerait faire des études en agronomie, alors elle s'est renseignée sur les écoles qui proposent des cours où rentabilité, profit et grande exploitation arrivent bon dernier. Elle a commandé des livres. Il va sur Internet pour compléter, disséquer les connaissances qu'il avale avec la gloutonnerie de ceux dont l'esprit a hiberné pendant des années. Elle apprend en même temps que lui, ainsi progressent-ils ensemble. Dès que tu auras tes papiers, tu pourras t'inscrire. Nous avons pris tellement d'avance que tu réussiras, j'en suis sûre. Le nous l'avait surprise, pas lui. Tout ce qui se faisait chez lui était partagé, mis en commun. Vous savez que c'est la première fois que je bois de l'alcool ? Je sais. Ma religion ne... Non, ne me parle pas de religion, s'il te plaît. J'ai beaucoup de mal avec les dieux, tous autant qu'ils sont. Le matin, je me lève agnostique et le soir, je me couche athée. Ça, c'est pour les jours où j'ai le moral. Sinon, c'est l'inverse. Mais vous n'avez pas peur ? Mais de quoi ? Des mauvais esprits, qu'ils vous fassent du mal. On m'a terrorisée avec ça quand j'étais gamine. Le jour où j'ai cessé d'y croire, ils ont disparu. Ils n'existent que parce que tu y crois. Cesse de penser à eux et tu verras qu'ils disparaîtront. Et l'enfer, vous n'en avez pas peur non plus ? Non. Et puis, on n'a pas besoin d'attendre de mourir pour y goûter. L'enfer, comme tu dis, tout comme le paradis, ils sont là et bien là. Fais-moi plaisir. Trinquons à ton avenir et oublions ces balivernes. Le quotidien insidieusement pose ses pièges où irritation, agacement s'installent. Elle n'ose pas lui dire qu'une chasse d'eau se tire à chaque fois que l'on quitte les toilettes, qu'il n'est pas obligé de claquer la porte à 6 heures du matin quand il part travailler. Lui ne comprend pas pourquoi elle prend une douche tous les jours, pourquoi elle parle à un chat qui se vautre sur le canapé. Malgré ces petites contrariétés, les jours passent dans la bonhomie des habitudes qui vous sont douces quand elles vous tirent vers le haut. Il part travailler de plus en plus léger. Son combat contre l'oubli du passé rend peu à peu les armes. Blesser le présent avec ses souvenirs, c'est maltraiter ses désirs à venir, lui a-t-elle dit. C'est pour ça qu'elle ne lui a pas confié, qu'elle n'avait jamais pu avoir d'enfant et que son mari l'avait quittée il y a 10 ans. Elle a préféré l'enterrer. Depuis quelque temps, elle lui lit à haute voix des poèmes qui résonnent dans ses oreilles et donnent à ses rêves des espoirs qu'il n'aurait jamais cru possibles. Il fait connaissance avec la littérature et rentre dans ce monde comme un moine dans les ordres. Il s'y réfugie, s'y prélasse et fait de ses livres de papier ses véritables compagnons qui lui parlent en silence d'autres mondes, d'autres croyances, d'autres libertés. Une métamorphose invisible s'opère en lui. Elle seule la saisit.
À son travail, il reste l'immigré sans papier, le bon à rien ou pas grand-chose, puisqu'il se laisse exploiter sans rien dire, avec le sourire et la gentillesse en plus. Ici, la gentillesse ne fait pas bon ménage avec l'intelligence. Quand il essaie de parler avec d'autres exilés, on le regarde de travers. Il ne fait plus partie du même clan. Tu parles comme un blanc. Il les a trahis. Il leur est devenu étranger. Ce soir, elle l'attend avec une petite anxiété. D'habitude, il ne rentre pas si tard. Elle se surprend et sourit à l'idée qu'ils forment presque un couple. Il vient d'être arrêté et reconduit à la frontière. Mais ça, elle ne le sait pas encore.